Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de TDAH. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres, même dans les médias, on en entend vraiment beaucoup parler et j'aimerais vraiment faire le point sur, ce qu'est le TDAH aujourd'hui et donc aujourd'hui, je reçois, Cyrielle Soulbieux qui est accompagnante parentale spécialiste du TDAH. Bonjour Cyrielle. Bonjour Fabienne, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc je suis Cyrielle Soulbieux, je suis fondatrice d'Horizon Famille. J'accompagne les parents qui ont des enfants porteurs de TDAH, notamment avec la guidance parentale Barclay pour les aider à cheminer vers un quotidien un peu plus serein avec leur enfant. OK, bah, merci Cyrielle. Donc du coup Cyrielle, déjà pour commencer, c'est quoi le TDAH? Le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH, en fait, fait partie de la famille des TND, c'est les troubles neurodéveloppementaux, au même titre que le TSA, le trouble du spectre autistique, ou les troubles 10 comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, etc. Donc, c'est les troubles neurodéveloppementaux. Et le TDAH, en fait, apparaît dès la naissance jusqu'à toute la vie. Évidemment, il va évoluer selon les périodes, selon l'environnement, selon les ressources de la personne, etc. Il va évoluer, les symptômes vont évoluer, mais il reste présent. Et il faut savoir que le TDAH, en fait, est présent chez environ 5-6% des enfants. Mmh. Donc, ça correspond à peu près 1 ou 2 enfants par classe. Non. Et ouais, c'est vraiment conséquent. Et ça correspond, le TDAH est présent chez 3% des adultes. Donc, c'est un trouble qu'on ne peut plus ignorer. Et voilà, ça a beaucoup évolué, donc aujourd'hui on en sait plus. C'est ce qui permet aujourd'hui de mettre plus en lumière les difficultés des personnes concernées et puis surtout de pouvoir les accompagner de manière beaucoup plus adaptée et appropriée pour réellement les aider. Merci, Cyrielle pour cette réponse. Est-ce que tu veux bien nous expliquer aussi c'est quoi exactement les symptômes du TDAH? Oui, bien Alors sûr. avec ou sans hyperactivité du coup? Oui, absolument. En fait, on dit qu'il y a une triade de symptômes. Les 3 symptômes dont on parle, c'est d'abord l'inattention, donc c'est une dérégulation de l'attention. Ensuite, c'est l'hyperactivité, donc qui peut être effectivement ce qu'on voit beaucoup, hein, l'hyperactivité motrice, l'agitation motrice, mais ça peut être aussi une hyperactivité mentale, verbale. Et puis le 3e symptôme, c'est l'impulsivité. Et là, on est effectivement sur des enfants, des adultes aussi, mais voilà, si on parle des enfants, c'est des enfants qui vont être impulsifs, qui vont avoir du mal à réfréner certains besoins, certaines envies, et qui vont finalement agir vite avant de réfléchir. Voilà, ils sont déjà dans l'action avant de peser les conséquences, etc. Et donc il y a cette impulsivité qui est aussi très présente. Et donc inattention, hyperactivité et impulsivité, c'est vraiment les 3 symptômes majeurs. Après, c'est vrai qu'on parle moins d'autres choses. Pour autant, c'est très présent. C'est pas dans la triade, hein, mais il y a la dérégulation de la motivation, il y a la dérégulation des émotions. Voilà, c'est quand même globalement un trouble qui est où il y a globalement beaucoup de dérégulation chez les personnes concernées. Et donc ça génère beaucoup d'impact au quotidien, évidemment. Tu parlais donc des impacts qu'a le TDAH. Est-ce que tu peux expliquer exactement quels sont les impacts, qu'il y a sur la vie de l'enfant et sur la vie, des parents, bien sûr? Oui, et puis je pourrais même rajouter des frères et sœurs Ouais. s'il y en a, parce que finalement c'est tout l'entourage Et au qui est sein de l'école concerné. aussi? Et voilà, justement. Donc, moi, je vois 2 grands, évidemment, zones qui sont impactées. D'abord, il y a effectivement la vie à la maison, et puis après, il y a la vie à l'école. Ouais. Si on parle d'abord de ce qui se passe à la maison, souvent, c'est des enfants qui vont avoir du mal à respecter les consignes, à faire ce qu'on leur demande, parce qu'il y a cette inattention. Donc, si on leur donne une consigne à l'autre bout de la pièce, ils vont pas forcément l'entendre, et on pense que notre enfant est en opposition, alors qu'en réalité, c'est plus à la base une question d'inattention. Donc, il y a un impact sur vraiment le quotidien, les tâches quotidiennes, les consignes, le respect des règles, etc. Et souvent, finalement, comme il y a pas forcément de compréhension au départ, c'est normal, hein, de la part des parents qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant ne respecte pas la consigne, par exemple, d'aller prendre sa douche. Eh ben, ils commencent
à rentrer dans le conflit au bout d'un moment parce que ils ont pas les outils, parce qu'ils comprennent pas, etc. Donc le conflit commence à s'installer, l'enfant devient opposant, et donc là où il n'y a pas forcément d'opposition à la base, l'opposition arrive et génère de plus en plus de conflits, des frictions dans la relation, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment impactant au quotidien. Après, c'est sûr que quand on voit dans le quotidien d'une famille, c'est l'hyperactivité à la maison quand il y a un enfant, on n'a pas forcément de jardin ou la possibilité en hiver de sortir tous les jours. Évidemment, c'est des enfants, si on est en appartement, même en maison, j'ai envie de dire, hein, mais voilà, qui bougent beaucoup, qui prennent beaucoup de place, etc. Et c'est pas toujours facile, d'abord pour lui, et puis aussi pour l'entourage, évidemment. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment les 2 symptômes. Et premier, inattention, hyperactivité, et puis même l'impulsivité au quotidien. C'est des enfants qui, dès qu'il y a une frustration, un non, face à un non, donc dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a un changement de programme, etc. C'est des enfants qui réagissent très fort, très vite, parfois avec agressivité, etc. Et les parents sont souvent démunis face à ces réactions qu'ils ne comprennent pas. Et puis en plus, on peut le comprendre chez un petit enfant et on va l'accompagner, mais quand, avec l'âge, ces symptômes restent d'impulsivité, etc. Et là, on commence à se dire mince, mais il est irrespectueux, il y a un problème. Quel est le problème? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que c'est moi? Donc voilà, ça génère beaucoup d'inquiétudes chez les parents et évidemment chez l'enfant qui, bien sûr, sent que il correspond pas en fait aux attentes. C'est ça. Ça impacte évidemment l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis sa place aussi au sein de la famille, les frères et sœurs, etc. Donc c'est sûr que il y a un vrai impact à la maison, vraiment. La relation globalement est souvent altérée, et puis c'est les conflits qui prennent la majorité, enfin qui envahissent le quotidien au final. Donc on a parlé de la maison, il y a aussi l'école, forcément. Ouais. Bien sûr, et d'ailleurs souvent le premier lieu où ça va vraiment poser problème, c'est l'école. Ça arrive très souvent que finalement à la maison, comme l'école commence à 3 ans, avec la maternelle en France en tout cas, finalement jusqu'à 3 ans, on s'est un peu adapté à notre enfant, on se dit que c'est l'âge, etc. Et puis il arrive à l'école et on voit bien que il a du mal à se plier aux règles de l'école, il a du mal avec la vie en collectivité, à jouer dans la cour de manière adaptée, à suivre les règles de jeu des enfants, etc. Voilà, il a du mal à rentrer dans les apprentissages, etc. Et du coup, souvent, ce sont les enseignants qui alertent en premier les parents à dire j'ai l'impression qu'il y a un problème, etc. Et donc évidemment, il y a un vrai impact sur la vie à l'école. Et puis, si au début il y a un goût pour l'école, pour des apprentissages, cette curiosité qui est naturelle chez tous les enfants, au fur et à mesure, à force de voir qu'ils correspondent pas, que ça colle pas, que ils sont toujours pointés du doigt, punis, etc. Au bout d'un moment, ils commencent à ne plus aimer l'école, à se fermer, à se renfermer, ou au contraire, à exploser encore plus, à être encore plus dans l'opposition, dans la provocation, dans les conflits avec les adultes, les enfants de l'école, etc. Et puis, ça peut évidemment engendrer parfois des phobies scolaires. Enfin voilà, ça peut prendre des proportions importantes. Est-ce que tu peux nous dire, Cyrielle, quelles sont les conséquences sur la vie de cet enfant qui a un TDAH s'il n'est pas accompagné? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on voit, c'est que les conséquences du TDAH chez une personne qui n'est pas accompagnée de manière adaptée, et notamment les enfants qui ont un TDAH mais qui ne sont pas diagnostiqués, ce qui était beaucoup le cas avant, généralement, ça aboutit à des dépressions, de l'addiction. Ça peut développer des troubles de santé mentale comme le trouble bipolaire, le trouble de personnalité borderline, voilà, d'autres troubles. Parce que et qui souvent viennent finalement, si l'enfant n'est pas diagnostiqué, il peut développer à l'âge adulte ces troubles-là, et du fait, ensuite il va du coup commencer peut-être un suivi, mais on va pas forcément diagnostiquer le TDAH derrière. On va s'arrêter aux troubles qu'on voit. On va s'arrêter aussi parce que c'est les connaissances qu'on a à l'heure actuelle, bien sûr. Mais du coup, on voit juste le trouble actuel qui est peut-être la bipolarité ou la dépression, sans forcément aller voir qu'il y avait un TDAH derrière. Alors que on le sait clairement,
la prise en charge du TDAH de manière précoce chez l'enfant permet d'éviter ce genre de dérives, ce genre de conséquences qui peuvent être effectivement dramatiques. Cyrielle, est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner aux parents qui se posent la question de savoir si leur enfant, ils ont un TDAH ou pas? On entend souvent, on entend partout. On est tous TDAH, on est en surdiagnostic, c'est trop facile de parler de TDAH, c'est pour camoufler des enfants qui sont trop turbulents, agités, que les parents n'arrivent pas à éduquer, etc. Et du coup, parfois, c'est ce qu'on entend là, ces idées reçues, parce que on va en parler peut-être, mais ce sont des idées reçues. En réalité, elles bloquent certains parents à vraiment aller potentiellement consulter pour peut-être avoir un diagnostic. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, on est en sous-diagnostic. Donc tout ce qu'on entend sur le surdiagnostic, etc., c'est faux. En France, on est encore largement en sous-diagnostic concernant le TDAH. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont un TDAH qui ne sont pas diagnostiqués plutôt que d'enfants qui ont un TDAH diagnostiqué. Et donc il y a tous ceux, et on vient d'en parler, tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués TDAH, alors qu'ils le sont, alors qu'ils sont concernés. On augmente des cas de, on a dit, dépression, addiction, etc. Phobie scolaire, troubles d'anxiété, troubles anxieux, etc. Donc voilà, tout ça pour dire, en fait, écoutez-vous. Souvent, moi je sais pour les accompagner chaque jour, ces parents, ces mamans qui m'en parlent. En fait, je le sentais, Cyrielle, elles me disent, je le sentais. Donc j'ai envie de leur dire, juste écoutez-vous. S'il y a rien, au moins vous aurez consulté et vous aurez écarté cette piste et c'est très bien. Au moins il y a plus cette suspicion qui fait que on se pose la question, qu'il y a des inquiétudes, etc. Et si il y a un diagnostic avéré, posé de TDAH, au moins vous aurez l'accompagnement nécessaire et adapté pour votre enfant. D'ailleurs, c'est pour ça que lors de notre prochain sommet sur le TDAH, TDAH et parentalité, différents intervenants pourront répondre à ces questionnements, et vous apporter d'autres ressources et comprendre mieux ce que vit votre enfant qui a un TDAH, ce que vous vivez aussi, et ce sera l'occasion pour vous d'avoir quelques ressources. Si vous souhaitez vous inscrire pour le prochain sommet TDAH, vous trouverez le lien sous cette vidéo.